Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes très heureux d'être parmi vous et de traiter ce sujet passionnant qui a occupé un certain nombre d'entre vous, je pense, ces derniers mois. Alors, avant de commencer, je vais peut-être présenter le panel. Nous avons le plaisir d'inviter Vladislav Grigorov avec nous, qui est responsable, qui est CIO de Swiss Life France et qui a dans son périmètre la gestion actif-passif. J'ai le plaisir également d'avoir Elisabeth à mes côtés pour cet atelier, qui est consultante chez Exiom, et moi, Mohamed El Aroui, associé chez Exiom. Le sujet qu'on vous propose d'aborder, c'est dans un contexte d'activité épargne qui, sur les 5, 6, même plus dernières années, subissait un environnement économique marqué par les taux durablement bas, avec des contraintes de solvabilité, des contraintes de gestion du stock, qui étaient plutôt vers la tendance de plus du C, moins d'euros, gestion de la solvabilité. En quelques mois, toutes les certitudes et toutes les hypothèses qui ont sous-tendu la gestion de l'épargne sont remises en cause. On ne va pas dire qu'elles ont volé en éclats, mais elles sont très fortement remises en cause, de manière à ce qu'on se pose même la question sur quel sera le business model de l'assurance vie, de l'épargne dans les 4-5 prochaines années. Jusqu'à il y a quelques mois, on parlait de l'opportunité, par exemple, de l'eurocroissance. Aujourd'hui, la question se pose réellement. Les gestions du fonds euro, il y a quelques mois, on était surtout pas de fonds euro. Là, aujourd'hui, avec des taux qui ont pris 300 bips à peu près en 9 mois, c'est sérieusement remis en cause. Donc, ce qu'on souhaitait, c'est poser le sujet, analyser avec vous les impacts d'un point de vue solvabilité, d'un point de vue gestion ALM et d'un point de vue comportement anticipé des assurés, et essayer de réfléchir sur à quoi s'attendre, que faire, et est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas, et quelles seraient les décisions de management qui pourraient être prises dans ce contexte-là. De compléter Vlad, peut-être. Ouais, donc c'est la partie introductive. Alors, quand on fait une introduction, on a tendance à revenir un peu vers le passé. Alors il faut se souvenir quand même que, si on revient dans les années 90, qu'il y avait grosso modo deux phases dans le business model du fonds euro. Une première phase qu'on n'a pas connue, enfin moi je n'ai pas connue, qui est les années 90 avec des taux très élevés et où le business model c'était un partage pratiquement du taux sans risque avec l'assuré. Et ensuite il y a eu cette phase assez longue d'une quinzaine d'années où les taux baissaient progressivement, ce qui en soi n'était pas un souci, puisqu'en fait on pouvait mutualiser avec le stock de richesse historique. C'était même le principe de l'assurance, on l'avançait comme ça, on le soulignait. Et puis au fur et à mesure que les taux baissaient, finalement ça changeait à rien, puisqu'on avait toujours la capacité de servir un taux supérieur au taux sans risque à l'instant T, grâce à cette richesse accumulée. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où on a une hausse des taux qui, on va le voir ensuite, qui n'est pas historiquement très très importante. Hein. Enfin, 300 bips, enfin 4%, 3%, c'est des taux que nous utilisions, enfin les plus âgés parmi nous probablement utilisaient dans leur calcul actuariel quand ils étaient étudiants. Mais en fait, c'est vraiment cette notion de paquebot, hein, de gestion du fonds euro qui pose problème. Et à très très long terme, il y avait un économiste qui disait qu'à très long terme, tout le monde est mort, donc il ne faut pas y penser. À long terme, c'est certainement bénéfique. Les questions, c'est entre maintenant et le long terme, comment on opère ce virage dans la gestion de ces produits. Donc c'est l'objet de notre intervention. Tout à fait. Donc notre discussion, on vous propose de la tourner autour de 3 points centraux, à savoir une première partie sur la spécificité du contexte économique actuel, puis ensuite voir quels sont les impacts pour un assureur vie au niveau de ses indicateurs de santé et de sa problématique finalement assez générale. Et enfin, les différents arbitrages auxquels ils vont être confrontés, avec 2 principaux arbitrages que nous allons vous développer autour de la gestion du comportement de l'assuré de manière anticipée et la gestion de la recomposition du portefeuille d'actifs. Donc, je vous propose d'attaquer directement sur la spécificité du contexte économique. Donc, tout d'abord, nous allons faire un rapide tour d'horizon sur l'évolution de l'environnement économique ces dernières années, avant la situation actuelle.
Donc bon, comme vous le savez tous ici, une économie évolue selon des cycles, avec des périodes de récession et également des périodes d'accélération de la croissance économique. Et les opérateurs de marché vont plus ou moins s'ajuster par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on voit plutôt très bien sur le rendement des OAT, donc le graphe de gauche, où on voit des évolutions, donc ça monte et ça descend assez régulièrement. Ces cycles, ils vont on peut faire face à des situations économiques comme avec des baisses de taux qui sont très fortes et des hausses de taux très rapides, comme pendant la récession des années 90, sans pour autant que ce soit un sujet particulièrement important. En revanche, dès lors qu'il y a une baisse des taux très longue pendant une quinzaine d'années, liée à la politique monétaire de la Banque centrale, et ben, en fait, les assureurs ont forcément pris cette dynamique-là dans leur stratégie de pilotage, et par conséquent, dès lors qu'il y a une remontée des taux qui est très rapide, eh bien, il faut gérer cette inertie-là sur le court terme et le moyen terme. Donc finalement, la question est plutôt de savoir... Ah bah attends, mais t'as passé 2 trucs. Ah oui, non, c'est bon, voilà. Et voilà. Par ailleurs, donc, la Banque centrale, elle a également un rôle de contrôler l'inflation à 2 à 3%. Et aujourd'hui, c'est finalement ce qu'on a pu voir avant. Ah oui, d'accord, c'est pas grave. Ce qu'on a pu voir avant, effectivement, c'est bien qu'on contrôlait entre 2 et 3% avec l'indice CPH, mais qui était sur le graphe d'avant. Effectivement, ce graphe-là, il est intéressant de gauche parce que ça matérialise tout à fait ce que disait Vlad. Hein. Les taux, le problème, c'est le passage très brutal entre des taux négatifs depuis les années 2018-2019 et des taux qui avoisinent les 3%. Mais on ne peut pas dire qu'on soit sur des taux, une remontée des taux à niveau historique. Et c'est la combinaison, c'est finalement la combinaison de tous les effets, inflation, hausse des taux et taux réels négatifs qui finalement pose la question aujourd'hui. Taux réels négatifs en situation spot aujourd'hui. Tu veux commenter ? Il y a un point intéressant si on revient à la page suivante, c'est qu'on parle d'inflation aujourd'hui et donc macroéconomiquement c'est l'inflation à l'instant T, sur les variations des prix récentes. Alors si on regarde le graphe à droite, il est très très intéressant. Enfin c'est un graphe que on peut construire en prenant les instruments de marché qui sont indexés sur l'inflation. Et donc vous prenez avec des échéances qui peuvent être de 10 à 30 ans, vous prenez ces instruments, vous inversez en fait le calcul et vous cherchez quelle est l'inflation sous-jacente supposée, enfin implicite, que les opérateurs de marché, enfin nous finalement, attendent. Et on voit bien que à court terme, il y a une inflation forte. À très long terme, tout le monde croit que l'inflation va converger vers 2%. Alors, ce n'est pas étonnant. Enfin, le 2%, c'est la cible de la BCE. Donc, c'est un graphique très intéressant parce qu'en fait, la BCE le regarde aussi et prend des décisions en fonction de ses perceptions dans une logique, en fait, d'attente ou d'anticipation rationnelle. Donc, tant que ce graphique a cette forme, ça correspond grosso modo à un maintien des taux stables, puisqu'en fait, il n'y aura plus besoin de monter les taux pour maîtriser l'inflation, puisque tout le monde s'attend à ce que ça marche, en fait. Voilà. C'est un élément qu'on oublie souvent, mais il est très très intéressant par rapport à l'ensemble des facteurs économiques. Effectivement, et notamment, alors on ne va pas parler de la non-vie sur notre atelier, mais si je fais un petit aparté là-dessus, la question qui va nous occuper dans la préparation des comptes pour le 31 décembre, pour la non-vie, c'est quelle hypothèse d'inflation. Là, ce graphe-là, il a tendance à dire que le pire est passé, et donc ça veut dire que, bon, si on fait un petit raccourci, il ne faudrait pas prendre grand-chose en termes d'inflation future. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est un élément intéressant pour établir les hypothèses de provisionnement non-vie. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais bon, c'est une petite aparté qui me paraît intéressant. Yes, merci. Et oui, tu peux passer la suite, je pense. Ouais. Donc une fois qu'on a compris qu'en fait la spécificité c'est le combo entre une longue baisse et une forte remontée des taux, avec un contexte de taux réel qui reste négatif, nous vous proposons de nous centrer un petit peu sur l'évolution naturelle de certains indicateurs d'un assureur vie et les problèmes qui vont se poser. Donc la hausse des taux, globalement, elle va générer en pratique 3 impacts, plus ou moins directs et plus ou moins forts d'un assureur à l'autre, et en fonction de sa situation ALM également. Donc déjà, les obligations en portefeuille, elles vont prendre de la valeur, et donc si les assurés partent, ils vont être confrontés à un risque de réalisation de moins-value latente, et donc de recomposer leur portefeuille.
D'un point de vue modèle, ils peuvent faire face également à un déclenchement des rachats dynamiques. Et ces impacts vont être détaillés par Mohamed juste après et vont dépendre d'un assureur à l'autre. Et enfin, il y a également un autre sujet qu'on va aborder, qui est le SR de cessation de masse, qui va augmenter et qui aura en fait des impacts à double pénalité, selon un mécanisme qu'on va également détailler juste après. Ce qu'il faut rappeler, c'est que de ce qu'on observe dans les effets, notamment au deuxième trimestre et troisième trimestre en impact de solvabilité, ils sont très hétérogènes. Hein. En général, la hausse des taux a un impact très positif sur la solvabilité. C'est une vérité quasiment générale. Il y a quelques cas particuliers où on a des effets indésirables, notamment qui sont dus à deux effets: déclenchement des rachats dynamiques. La problématique, c'est une problématique modélisation, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'on observe un phénomène de rachat dynamique aujourd'hui dans la réalité. Alors la collecte nette sur l'euro au 30 septembre, elle est négative, mais elle est légèrement plus défavorable, plus négative que l'année dernière. Est-ce qu'on peut dire on observe aujourd'hui une vague, des signaux de rachat dynamique? J'en suis pas certain. Donc ça reste aujourd'hui une problématique de modélisation. Et donc la question qui va se poser, c'est comment notre modèle, notre modèle ALM, donc pour le besoin de la solvabilité, il traite ces rachats dynamiques. Il y a le sujet de la modélisation du taux concurrence. S'il est trop volatile, mécaniquement, on va capter des effets de rachat dynamique. Est-ce que c'est vraiment la réalité objective? Donc ces questions-là, jusqu'à il y a 6 mois, étaient relativement secondaires. Là, aujourd'hui, elles peuvent avoir des impacts très matériels. Donc il y a également la question qui va se poser sur le profil de la courbe de rachat dynamique. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir sur une calibration d'une loi de rachat dynamique qui serait propre, qui serait basée sur nos observations? L'exercice reste très compliqué, mais on commence à avoir quelques indications, peut-être quelques matériels de données pour pouvoir faire des choses intéressantes. Je ne sais pas si tu veux... Qu'est-ce que tu en penses En fait, il y a le sujet également de ce qu'on appelle le mass lapse dans la formule standard. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant parce qu'en fait, on se rend compte dans une logique un peu de modélisation. On dit souvent tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Que la notion de rachat était un peu traitée de manière très agrégée, on va dire, et c'est normal puisqu'on n'a jamais observé, en fait j'irai même plus loin, on n'a jamais observé une vague de rachat dynamique. Alors on a observé des rachats significatifs quand il y avait un sujet de réputation sur une institution ou une banque, ça c'est déjà vu plusieurs fois, mais pas globalement sur un marché en fonction d'arbitrage finalement de rendement. Et donc nous tous, quand on a construit ces modèles, on a travaillé sur le modèle MassLabs de manière un tout petit peu rapide, puisqu'on s'est dit finalement toutes les obligations sont en plus-value et quelle importance cela a, ou pratiquement aucune. Et aujourd'hui, on est amené collectivement à regarder ces modèles de plus près. C'est pas une mauvaise chose, c'est la dynamique normale de la modélisation. Dès qu'il y a un facteur qui devient significatif, il faut le regarder de plus près. Et c'est l'un des travaux qu'il faut réaliser. Il reste vraiment ce sujet sur le MassLabs et sur les rachats dynamiques de manque de données. C'est une abstraction, ça continue à être une abstraction, on ne l'a pas vu, mais c'est l'un des points d'attention aujourd'hui. Tout à fait. Donc, juste pour rappel, le MassLabs, c'est donc un sous-module du SCRV. Et en fait, dans la mesure où on est en situation de hausse des taux, en fait, l'assureur va se retrouver à réaliser ces moins-values latentes qui seront absorbées par la réserve de capitalisation jusqu'au moment où c'est plus le cas. Donc, en fait, le SCR de cessation, à ce moment-là, va augmenter. Donc, finalement, le SCR, de manière générale aussi. Et comme il sert également au calcul de la risk margin, en fait, il y a une double pénalité qui va se créer. Est-ce que tu aurais un avis sur la partie, comment gérer cette partie-là d'un point de vue opérationnel pour limiter? Non, ce qui est intéressant, c'est ce que je dis, il faut affiner la modélisation. Enfin, c'est très terre-à-terre ce que je veux dire, mais si votre modèle commence par vendre les obligations qui sont le plus à moins-value, c'est pas du tout réaliste. Dans la vraie vie, c'est pas ce que vous allez faire. Il est possible qu'il fasse ça, parce que quand vous l'avez conçu, vous étiez systématiquement en plus-value, donc la question ne se posait pas. Après, il y a un niveau de réalisme, c'est-à-dire qu'il faut que le modèle soit réaliste par rapport à la politique de l'entreprise. Et l'autre sujet, qui est un sujet
plus compliqué, c'est le niveau en termes prudentiels de ce choc de rachat. Est-ce qu'il est réaliste ou pas? Aujourd'hui, on peut considérer qu'il est prudent, hein, puisqu'on n'a pas de vague de rachat. Voilà. S'il est prudent, il y a d'autres façons de le gérer, via la réassurance, via une forme de mutualisation. Et, comme je l'ai dit, il faut regarder si le modèle est réaliste. Tout à fait. Il y a également un sujet qui peut être intéressant à regarder, c'est la combinaison entre rachat dynamique et mass lapse. Est-ce qu'il est réaliste et raisonnable de dire que dans notre modèle, une fois que j'ai subi une vague de rachat massif, mon modèle continue de déclencher des rachats dynamiques? Il y a peut-être des zones d'optimisation comme ça à trouver éventuellement. Et effectivement, la question de la réassurance du mass lapse, alors ça serait de la réassurance en termes de capital management, hein, donc il faut voir les choses proprement. Mais économiquement, le mass lapse aujourd'hui, le risque, comment dire, probablement la calibration du risque, elle est au-delà du bicentenaire, probablement. Enfin, je dis ça, c'est purement littéraire ce que je dis. Donc, après avoir vu ensemble quelques impacts donc, de la hausse des taux sur l'organisation économique et comptable de l'assureur, on va peut-être accélérer un petit peu. Donc, fondamentalement, on rappelle juste que la hausse des taux, c'est bénéfique sur le long terme pour un assureur. La question, elle se situe réellement sur le court terme et le moyen terme. Donc, on vous propose de voir quelques leviers ensemble qu'ils ont pour absorber. Et en fait, pour synthétiser, le risque majeur de l'assureur, ça serait le départ de ses assurés. Et pour cela, pour éviter qu'ils partent plutôt, ils vont être obligés de relever leur taux et donc pour cela d'utiliser leur provision de participation aux bénéfices. Mais celle-ci, elle va s'épuiser quand même au bout d'un moment, donc il ne peut pas compter uniquement là-dessus, il va être obligé de collecter pour pouvoir réinvestir dans des obligations avec des taux qui sont plus élevés. Donc, et tout le tout, bien entendu, en recomposant son portefeuille, ce qui va avec. Donc en fait, le vrai sujet, c'est la recherche d'un optimum de rentabilité entre ces trois points. Donc augmenter les taux servis, collecter et recomposer son portefeuille. Effectivement, ce qui est important là, on ne dit pas grand-chose en réalité, si ce n'est qu'on ne pourra pas gagner à tous les coups. Il y aura des éléments d'arbitrage qu'il faudra suivre vraiment de façon très très détaillée, notamment la gestion de la PPB, qui a un impact au premier ordre comme elle est admise en fonds propres excédentaires. Mais on sera dans un contexte concurrentiel qui sera totalement différent de ce qu'on a subi, de ce qu'on a vécu plutôt les 5-6 dernières années. Si on veut optimiser la PPB et optimiser les cash flows entrants pour notamment rebooster le taux de rendement actuariel tout en gérant la réserve de capi pour éviter le mass lapse, c'est pas possible. Donc ça veut dire en termes de gestion du portefeuille et gestion des management actions et de la politique ALM, il faudra se poser et puis prendre des décisions au bon niveau de l'entreprise. En ce qui concerne, là on revient finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre réellement comme on l'a dit tout à l'heure, les rachats dynamiques, sauf si tu me dis le contraire, Vlad, si tu observes sur le marché d'autres choses, c'est pas flagrant. L'assurance vie reste quand même un support intéressant, en particulier aujourd'hui le fonds euro davantage que par le passé. Tout ce qu'on peut risquer éventuellement, c'est des arbitrages au UC ou UC euro à des moments qui ne sont pas forcément opportuns. Donc, on ne s'attend pas à ce que les comportements des assurés aujourd'hui soient totalement bouleversés par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, ça élimine en quelque sorte, en tout cas à première vue, un risque réel type rachat massif. Donc, la question qui va se poser, c'est comment je gère au mieux mes grands équilibres, notamment PPB, donc taux servi, collecte et réserve de capitalisation. Je ne sais pas si tu veux préciser des choses là-dessus. Maintenant, ça c'est, on a décrit ce qui pouvait se passer d'un point de vue assuré. Là, on se pose la question sur quelle est notre situation en tant qu'assureur. Sur la place, si on fait une simplification, on décompose les assureurs entre deux clusters. Il y a ceux qui ont géré, qui ont verrouillé le gap de duration et ceux qui l'ont pas fait. Il s'avère que pour les assureurs qu'on nomme ici B, qui ont des actifs, des passifs beaucoup plus longs que les actifs,
on peut considérer que c'est un choix de management. C'était un pari qui paraissait risqué il y a 6 mois encore, qui avait un impact sur la solvabilité très élevé. Mais ex post, est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce que c'était une décision qui était rationnelle? Le fait est que ces assureurs-là ont bénéficié de la hausse des taux d'un point de vue très significativement. Les assureurs A qui avaient, on va dire, qui peut-être plus représentatif de ce qui se passe sur la place, ça part d'une décision, d'une politique de gestion des risques qui vise à dire les taux d'intérêt, c'est un facteur qui n'est pas totalement maîtrisable, qui n'est pas anticipable, donc je préfère ne pas prendre les risques. Et donc, dans ces cas-là, finalement, la hausse des taux reste globalement neutre. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que pour ces assureurs A et B, aujourd'hui, est-ce qu'il faut revoir la politique? Et là, se pose encore la question du risk management et de l'approche top-down de la prise de décision. Ces prises de décision vont impacter la solvabilité de l'assureur sur les 15 peut-être sur les 10 prochaines années. Et le choix d'être A ou B dépend d'une vraie anticipation des tendances de marché dans le futur. Et c'est un vrai choix de management. Ce n'est pas juste un responsable ALM qui fait ça dans un coin parce qu'il pense que c'est bien. Donc ça pose réellement la question de la gouvernance de l'entreprise et les choix stratégiques au regard des anticipations de marché. Alors, ce que Elisabeth et Mohamed ont fait ici, c'est très stylisé. C'est qu'il n'y a pas que... Tout le monde n'est pas dans l'une des deux cases, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ça pose encore une fois la question de l'ORSA. C'est vraiment l'ORSA qui va le décider. Et on peut imaginer des cas de figure où l'entreprise va faire tel ou tel choix en disant, voilà, selon mon ORSA, je souhaite prendre certains risques sur la courbe des taux pour telle ou telle raison. Et dans ce cas, historiquement, ils n'en bénéficiaient pas puisqu'il y avait la baisse des taux. Maintenant, ils en bénéficient. Ou inversement, l'entreprise peut dire, ça, c'est pas un risque que je souhaite prendre pour telle ou telle raison. Donc les deux, quelque part, se justifient, puisqu'en fait, dans un environnement incertain, ce qui compte, c'est la qualité de la décision et du processus de décision, ex ante. Après, vous avez un résultat ex post, mais qui est le résultat du hasard. La question, c'est dans quelle mesure vous avez pondéré les différents scénarios. Ce qui n'est pas, par contre, souhaitable, c'est de ne pas aligner risk appetite et pilotage ALM. Parce que là, c'est finalement des choix qui auront été faits un petit peu au hasard comme ça, sans avoir une doctrine. Et ça, c'est vraiment clé. Ça ne s'applique pas que à la gestion des taux, ça s'applique à n'importe quel risque, mais c'est assez visible aujourd'hui, historiquement, quand on regarde la gestion ALM des acteurs de la place. Effectivement, on détaille un petit peu plus ici ce que vient de décrire Vladin. Donc ça, en ce qui concerne la gestion du gap de duration, mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait, notamment pour les assureurs B. Est-ce qu'on continue sur la même ligne de pensée, c'est-à-dire on est sur une approche plutôt opportuniste et on anticipe une hausse durable des taux qui va continuer, ou est-ce qu'il faut maintenant acter le fait qu'on a eu raison à ex post et maintenant on change de braquet puis on change d'appétence au risque. Ça rejoint ce que tu disais sur l'appétence au risque. Tout à fait. Et donc du coup la question c'est aujourd'hui vers quels actifs peut éventuellement se tourner. Et finalement on s'aperçoit qu'on peut avoir plusieurs approches par rapport à ça, mais il y en a une qu'on peut retenir qui est l'efficacité en capital, c'est-à-dire le rendement actif par rapport à son coût en SCR. Et finalement, on s'aperçoit que les obligations d'entreprise redeviennent intéressantes dans la mesure où, avec l'augmentation des taux, nécessairement, elles sont plus intéressantes. Et également le fait que, en termes de SR, pourtant, elles ne vont pas énormément bouger. L'approche précédente qui consistait à aller d'une certaine façon gratter sur des actifs non liquides avec les primes d'illiquidité n'est plus finalement forcément la plus intéressante et la plus propice. Mais peut-être que tu souhaites compléter par rapport à ça.
Mais je pense que... C'est l'une des approches, hein, mais encore une fois, ça revient à la question de l'ORSA. Hein. Comment vous appréciez un actif en termes de gestion des risques en termes ALM? Alors, il y a cette possibilité de le comparer au coût du capital. Vous avez d'autres approches possibles, mais il faut le structurer. On revient toujours systématiquement à cette question. Dans un environnement incertain, avec une incertitude, c'est la qualité du processus de décision. Hein. C'est vraiment la qualité du processus de décision après une décision qui est prise. Ça, c'est une approche possible. Et avec cette approche-là, vous aboutirez à l'idée qu'il y a une espèce de retour des obligations d'entreprise hein, qui étaient vraiment délaissées. Maintenant, si on regarde leur coût par rapport, enfin coût en capital par rapport à leur rendement, ça redevient intéressant. Mais il y a d'autres sujets qui se posent. Il y a un sujet de liquidité des actifs. Et c'est toujours la même idée, c'est il faut introduire des critères, il faut que tout le monde dans l'entreprise les comprenne. Et ensuite, il faut prendre une décision en fonction des contraintes dans un environnement incertain. Et c'est le retour. Pour moi, en fait, cet environnement aujourd'hui, c'est vraiment on va dire l'émergence de l'ORSA, la vraie. Hein. On peut dire, il y a quelques années, on faisait des ORSA parce que la réglementation nous demandait de le faire. Maintenant, on voit très bien que c'est un outil qui est véritablement un outil de pilotage. Tout à fait. Juste pour compléter et pour rebondir par rapport à ce que je disais au début, on est dans un contexte où les contraintes de solvabilité en assurance vie sont un petit peu plus relâchées. Là, on parle du rendement, du rapport rendement-risque d'un point de vue SCR. Dans un contexte où la hausse des taux elle est globalement bénéfique, est-ce que il ne serait pas temps peut-être d'introduire des notions d'optimisation du capital pour réfléchir autrement qu'en SCR et pour aller chercher de la prime de liquidité en introduisant d'autres métriques. Encore une fois, la contrainte de solvabilité est un petit peu moins importante que précédemment. Et effectivement, on revient toujours sur l'ORSA qui amène des questions d'indicateurs et de métriques. Est-ce qu'il ne serait pas temps finalement d'introduire des métriques qui traduisent peut-être davantage ou de façon plus pertinente notre intention de gestion dans un contexte où finalement par rapport au seuil de déclenchement d'appétence au risque, on a peut-être un peu de marge. Donc les questions d'efficacité du capital deviennent intéressantes. Aujourd'hui, est-ce que être solvable à 250% ou 3% ou 300%, est-ce que c'est vraiment très très intéressant par rapport à être solvable de 200%? Donc c'est des questions qui, à mon avis, méritent d'être réellement posées. On peut avancer. L'idée, c'est quand même qu'on laisse 2-3 minutes de questions. Si tu souhaites conclure, Mohamed. Oui, tout à fait. Donc, on essaie de faire un panorama assez rapide des impacts. On n'a sûrement pas été exhaustif. Les impacts sont très, très hétérogènes. Alors, on n'a pas abordé un point sur l'assurance vie, qui est celui de l'inflation, en partant du principe que l'inflation ne va pas impacter directement, en tout cas, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des chocs très significatifs liés à l'inflation sur les modèles d'assurance vie. En assurance non-vie, je pense que l'impact est beaucoup plus direct et il commence à être visible sur les triangles de liquidation. En assurance vie, il se matérialise par la modélisation des coûts qui suivent d'autres dynamiques qui sont totalement différentes. Donc, ça reste à surveiller. Pour l'instant, on l'a pas, en tout cas souligné comme un événement qui pourrait impacter significativement la solvabilité, en tout cas au Q3 ou à la fin d'année. Les éléments à retenir, c'est on ne peut pas gagner à tous les coups, donc la gestion de la PPB et de la réserve de capitalisation vont être des facteurs extrêmement importants à monitorer en lien avec une stratégie qui est celle de booster la collecte ou alors peut-être continuer vers de l'UC en partant du principe qu'on est sur une hausse temporaire des taux, mais ce n'est pas une tendance, le business model n'est pas revu dans sa profondeur. Il y a la question également, on insiste là-dessus, mais les questions de l'ORSA et sur l'approche top-down de l'ORSA et de l'ALM. Et l'imbrication qui doit être encore plus étroite et encore plus réelle entre
les décisions ALM et la stratégie de management qui devrait découler d'une approche top-down. Ce que je vous propose, c'est de passer à quelques questions. On a tenu le timing pour vous laisser un peu de temps. C'est moi qui vous passerai le micro parce qu'il n'y a pas de... Ah, c'est vous. Hein. Enfin bon, ok. Bonjour. Alors merci pour cette présentation. En fait, j'avais deux questions en fait par rapport au rachat de masse. Vous avez bien spécifié autant pour moi le fait que en fait, dans ce contexte-là, il a deux effets à la fois sur la risk margin et sur le SCR, donc du coup, ce qui peut de temps en plus contracter le ratio de solvabilité. Mais en fait, il y a d'autres effets, notamment, vous avez parlé de la possibilité d'aller rechercher peut-être du rendement sur les obligations privées, mais également la problématique du spread, qui, au fait, a beaucoup augmenté également avec cette hausse de taux. Et ça aussi, ça nuit, pour ceux qui ont un stock qui n'a pas été encore renouvelé, ça nuit énormément, au fait, au ratio. Et aujourd'hui, il y a aussi également la problématique de la PPB, parce qu'en théorie, au fait, dans un rachat de masse, enfin, dans un contexte de hausse de taux, on veut limiter les sorties. Et comment peut-on également piloter également la PPB pour essayer de limiter les sorties, tout en fournissant, en donnant des taux concurrentiels intéressants aux assurés, ce qui pourrait effectivement améliorer également notre ratio ou limiter la baisse du ratio. Et un autre point, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que avec l'IOPA, il faudrait peut-être revoir le VA dans un contexte actuel, parce que là, clairement, il est très très faible pour essayer de limiter au fait la hausse des spreads. Merci beaucoup. Alors, vous avez posé 4 questions, hein, donc je vais les répartir. Il n'y a pas de quota, mais il n'y a pas de quota, donc c'est très bien. Je pense qu'il y a une première question, si je peux restructurer un peu, qui est autour du pilotage et donc des arbitrages trade-off, on va dire, fonds de PPB, nouvelle collecte et taux servi. Il y a une question assez technique sur le volatility adjustment. Il y a une question plus générale sur le comportement des spreads. Alors ça, il y en a 3 finalement. Donc si tu veux, Mohamed, parler de la première question, donc pilotage dans le temps, puis je rajouterai des éléments de réponse ou Elisabeth. Alors, comment dire alors, la première question, c'était taux servi versus rendement versus fonds de PB. Oui, en alors, fait. Ça ne réglera pas le sujet de MassLabs, parce que MassLabs, on est sur un choc qui est prédéfini. Après, la question de la calibration du MassLabs, c'est une question qu'on ne se pose pas aujourd'hui, qu'on ne peut pas se poser, qu'on n'est pas en train de se poser. Le modèle doit refléter la réalité, donc on est toujours sur la même problématique. Il faut se poser, il faut bien définir une stratégie de telle sorte à ce que le modèle, finalement, le modèle, c'est une conséquence en fait, directe. Il n'y a pas de réponse générale, si vous voulez. Le plus important, c'est de définir une hypothèse qui va être le management. Qui va être notre business case sur lequel on va bâtir le... Je l'éteins, c'est ça? Non, c'est sur l'antenne. Ah, d'accord. Il n'y a pas de bonne réponse. Aujourd'hui, comment dire, il n'y a pas de véritable trade-off. Il va dépendre de la situation de chacun. Si vous avez une PPB, un stock de PPB très élevé, comme un certain nombre d'assureurs, le stock de PPB aujourd'hui est très hétérogène d'un assureur à l'autre, vraiment très très hétérogène. C'est finalement ce qui va conditionner votre politique dans l'avenir. C'est absolument vrai. Il y a beaucoup de situations différentes. Alors, il y a un truc qui est très basique, mais il ne faut pas l'oublier, c'est que généralement, on a tendance à faire nos planifications budgétaires sur 3-4 ans. Or, la question que vous avez posée, celle du trade-off ou du pilotage du fonds de PBB versus taux servi versus rendement d'actifs, on ne peut
la gérer qu'à horizon d'au moins 10 ans. Donc vous avez besoin de projeter ça sur 10 ans, puisqu'en fait, c'est là où on va voir s'il y a une utilisation du fonds ou pas, et si ceci est durable au sens financier du terme. Donc ça, c'était la première question. Je vais vite évacuer la question des spreads. Oui, effectivement, il y a des mouvements de spread, mais ça a été déjà le cas auparavant aussi. C'est une problématique différente des taux. Hein, oui, tout à fait, qu'il y a une problématique différente des taux. Mais là, tout simplement, c'est quelque chose qui peut être géré avec le VA. Ah, vous avez tout à fait raison. Dans les discussions Volatility Adjustment d'il y a 10 ans, quand Solvabilité 2 était introduit, il était question d'avoir un VA qui réagit un peu plus au mouvement de marché, notamment de ce qu'on appelait le VA dynamique, qui viendrait jouer aussi sur le SCR. Et ça a été mis un peu de côté. C'est les acteurs qui ont un modèle interne l'ont capté, ceux qui sont en formule standard l'ont pas. Ça va être revu, je crois, avec la revue. Voilà. Et le VA a des phénomènes, enfin, produit parfois des phénomènes un peu pervers, mais c'est le propre, je dirais, de tout outil simple. On l'a vu sur les obligations italiennes, par exemple. Enfin, nous spécifiquement, on n'en a pas, mais je sais qu'il y a des acteurs qui ont. Et ça ne régissait pas nécessairement très bien, mais bon, c'est la vie. Hein, à partir de là. Mais c'est déjà bien que l'outil existe. Mais ça reste quand même de l'ordre de la méthodologie. Hein. Je ne suis pas sûr que la solution encore une fois, dans un contexte où finalement le MASLAB, il agit, mais il est bien dilué en général, hein, par d'autres. Déjà, il est bien diversifié. Et globalement, la solvabilité s'améliore. Donc, des solutions comme le VA, ça reste purement méthodologique. Donc, c'est pas. Moi, je connais des acteurs qui refusent de suivre leur solvabilité avec VA parce qu'ils partent du principe que voilà, ça n'a pas de lien réel avec leur portefeuille. Du coup, c'est pour réagir à la dernière ligne de la conclusion. C'était de savoir ce que vous observez en fait sur le marché, sur les assureurs type B. Qu'est-ce qui est opéré aujourd'hui sur le marché en fait par ces assureurs en termes de politique Je ne sais pas. mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, effectivement, comme l'a dit Vlad, hein, l'assurance vie c'est un paquebot. Aujourd'hui, même s'il y a des effets, ils sont encore trop peu perceptibles. La question, c'est est-ce qu'on voit des bouleversements immédiats sur la location d'actifs aujourd'hui? J'en ai pas l'impression. Donc je pense que c'est encore trop frais pour dire les assureurs B sont dans une phase où ils rallongent, etc. Bon, j'ai pas la conviction que ce soit quelque chose qu'on observe tout de suite. Hein. Enfin, moi, je suis un cas particulier, donc enfin, j'ai pas la prétention de connaître le marché, mais oui, effectivement, c'est assez difficile de voir, comme tout le monde, on lit les rapports des uns et des autres, mais c'est assez difficile de voir. Et puis, je pense qu'il y a des acteurs qui n'ont pas encore arrêté leur décision, leur stratégie, hein, mais ça, c'est ce qui fait que la période est passionnante aussi. Donc. Alors, une autre question? Oui, simplement sur la réserve de capitalisation, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui d'aller chercher un peu plus de rendement en touchant la réserve de capitalisation ou pas, notamment plus je pense pour un assureur A? Est-ce que vous voyez ça sur le marché ou quel est votre avis? Oui, on voit ça sur le marché. Est-ce que c'est intéressant? Oui, je pense que c'est intéressant. Il y a quand même un impact sur les fonds propres, du coup. Ça a un impact sur le MASLAB, sur les fonds propres, oui, mais on va améliorer quand même le taux de rendement actuariel, donc on va en bénéficier quand même un petit peu. Il y a des acteurs qui le font clairement. Hein. Après, est-ce que ça dégrade quand même le MASLAB. Et puis il y a d'autres effets comptables un petit peu pervers. Donc c'est quelque chose qu'on voit. Aujourd'hui, je ne peux pas dire si c'est vraiment général, mais c'est quelque chose qu'on commence à voir. Juste pour compléter, là, on n'a pas parlé de tout ce qui est FRPS, etc. Ça peut aussi avoir des intérêts sur le FRPS parce que ça dilue réellement le risque de PAF, notamment. Oui, pardon, merci beaucoup pour votre présentation. Juste, vous avez conclu comme quoi il n'y aurait pas de bouleversement dans la structure des actifs. Moi, ce que je vois, c'est au cours de ces dernières années, on a eu une tendance à la diversification en lien avec cet environnement de taux bas.
Là, on pourrait avoir un retournement et une moindre diversification, le tout englobé avec une pression des pouvoirs publics sur ce que peut faire l'assurance vie en termes de financement de l'économie, et notamment de l'économie productive. Quel est votre regard sur cette question ? Moi, je vais pas répondre à ta question, José, mais je vais répondre à une autre question que je pensais qu'on allait me poser. Je pensais qu'on allait me poser des questions sur la liquidité, parce que en fait, les dernières années, il y a eu une tendance chez les assureurs qui était très, très naturelle d'aller chercher des primes de liquidité. La logique était simple, les taux étaient très bas. Donc la prime de liquidité est petite, mais elle était significative par rapport au taux très bas. Et puis les passifs, pour ceux qui font beaucoup de retraite, c'est quand même sont moins fongibles. Donc je pense que cette question-là, il faut la revisiter un tout petit peu maintenant avec les taux plus élevés. Alors est-ce qu'il y aura des rachats ou pas? Mais il faut faire attention à ce point-là. Donc c'est un point significatif. Alors c'était pas du tout ta question, mais j'ai répondu à la question que je me posais. Alors c'est partiellement lié. Alors pour le sujet principal de ta question, alors nous, en ce qui nous concerne, on a toujours privilégié ce qu'on a appelé les actifs productifs, hein, puisqu'on parle d'actions, on parle d'immobilier, on peut parler des émissions d'obligations des entreprises et même de l'État, parce qu'en fait, on a tendance à dire que les obligations d'État ne sont pas de l'économie productive, mais sauf qu'ils servent à payer les fonctionnaires qui consomment et qui ensuite relancent l'économie. Donc voilà. Voilà. Après, les taux d'intérêt, c'est décidé par la BCE, donc ça reste quelque chose qui n'est pas en soi productif. Et pareil pour le taux de change, c'est pas un secret. Il y a quelques acteurs qui considèrent que le taux de change, c'est pas, c'est un risque qu'il faut couvrir. Voilà. Donc on est plutôt dans cette logique-là. Il y a ce débat public. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mohamed, en vision plutôt marché. Peut-être un élément là aujourd'hui. Là ici, on n'a pas parlé de risque de crédit. Donc, il ne faut pas oublier que il y a un risque de crédit qui est plus élevé, avec des faillites probables. En tout cas, objectivement, le risque de crédit est élevé. D'ailleurs, ça se matérialise par la hausse des spreads. Mais sur le sous-jacent de ce que tu évoques, il va y avoir un risque de crédit. Donc, faut pas le neutraliser. Après, je rentre pas dans les mouvances des pouvoirs publics, etc., un rôle de l'assurance vie, mais il faut pas négliger le risque de crédit qui va introduire un facteur de risque supplémentaire si on va sur des actifs autres que, des actifs type réelle économie, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la chose à faire. Avant de conclure, je pense qu'il y a une autre question qui n'a pas été posée. Personne n'a parlé de développement durable. Hein, donc je sais pas. Mais bon, c'était pas l'objet de l'atelier non plus, mais je m'attendais, quand on préparait l'atelier, on s'est dit peut-être quelqu'un posera une question. Mais vous avez été très discipliné, vous êtes resté sur le sujet, je vous remercie. Je vous laisse les mots de fin. Est-ce que tu veux qu'on réponde à la question du développement durable ou pas? Est-ce que tu veux que je te pose qu'est-ce qu'on fait du développement durable? Non. Une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question parce qu'il faut qu'on conclue compte tenu du temps. Moi, je vous remercie pour votre attention. Puis, si tu as quelques mots Non. Ce mot de la fin, Elisabeth. Merci beaucoup à tous pour cet atelier. C'était un plaisir de parler de ces sujets-là avec vous. Donc, nous restons bien entendu à disposition pour poursuivre ces discussions-là avec vous tout au long de la journée. Et pour les questions de développement durable, Vlad vous donne rendez-vous après l'atelier. On compte sur lui. Merci à tous.